les moyens, etc. Moi, je suis chargée de vous parler de concepts, de définitions et un peu d'historique de l'ergonomie et du travail, parce qu'on ne peut pas les dissocier. Alors, le mieux pour moi, et je l'avais mis d'abord en premier, c'est de vous dire qu'est-ce qu'on peut obtenir en utilisant les outils de l'ergonomie en tant que médecin du travail. C'est le résultat d'une intervention ergonomique dans une entreprise algérienne par des médecins du travail et un médecin du travail formé à l'ergonomie, qui n'était pas seulement ergonome. Il était à la fois de formation médecin du travail et ensuite il a fait une formation d'ergonomie avec autour de lui une équipe qui, si vous voulez, maîtriser les échanges et, et les questionnements à partir de ce que c'était que l'ergonomie. Et donc, la situation de travail nous a été présentée par le manager de cette petite entreprise de communication qui occupait une espèce d'appartement en plein centre-ville et qui était agencé en bureau pour une entreprise qui démarrait et qui essayait de créer un logiciel particulier pour pouvoir se positionner sur le marché et qui se posait des questions sur le type de formation qu'il fallait ajouter à des journalistes pour pouvoir travailler sur le logiciel qui était une veille informationnelle dans le cadre de ces journaux, du paysage médiatique en Algérie. Alors, donc, cet appartement était aménagé en bureau. Quand on est parti visiter pour la première fois et faire la première réunion, on s'est rendu compte que vraiment, il y avait du travail sur écran, mais qui était pratiqué dans des conditions complètement hors normes. Rien n'était défini, pas d'organisation, les micros étaient posés sur des tables, il y avait des câbles partout, vous allez voir de toute façon les images. Et donc, on a construit une intervention ergonomique vraiment avec les règles que la démarche ergonomique impose en étudiant la demande, en voyant les enjeux et en faisant la démarche étape par étape et en intervenant avec le manager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter ou qui vient d'arriver? Bouabache, elle est avec nous? Oui, c'est la résidente Viva. Ok, accepté. Je disais donc que les problématiques étaient posées et il nous avait posé un autre problème que nous avons résolu avec un autre type d'intervention. Mais en tout cas, la succession d'images que je vais vous montrer avec les méthodes, avec les outils de l'ergonomie, vous allez voir la différence et c'est intéressant à comprendre. Voilà. Voilà ce que c'était que l'appartement, une entrée, tout est peint en blanc, c'est froid, c'est impersonnel, une plante dans le coin, un extincteur, des néons placés un peu n'importe comment sur les murs, sur les côtés, etc. Et une salle d'attente qui ressemble à un musée des horreurs qui n'a pas l'air d'être plus accueillante que ça. Mais comme c'est une entreprise de communication, on voit, il y a un vieux téléphone, une vieille télé, un vieil appareil photo, etc. pour illustrer le thème dans lequel baigne l'entreprise. Voilà, ça c'est les archives de l'entreprise. Ils n'ont même pas besoin d'être décrits, c'est encombré, on ne peut pas circuler, c'est un espace aveugle, on y met le chauffage quand il fait chaud et on y met les ventilateurs quand il fait froid. Et voilà, c'est plein de poussière, il n'y a pas d'aération. On peut risquer à n'importe quel moment de voir une chute d'objets, un accident ou une colonne de carton, comme vous les voyez, où il y a plein de journaux qui risquent de s'effondrer. Voilà ce qu'on a trouvé donc, toujours comme situation d'archivage autour des bureaux des gens qui travaillaient dans cette entreprise.
Et là, c'est l'espace que partageaient les différentes personnes qui travaillaient dans cette entreprise. Il y avait des gens qui faisaient la saisie de la veille informationnelle et d'autres qui travaillaient sur le logiciel, sur les tests, etc. Et vous voyez, ça ressemble à des tables ordinaires de bibliothèque municipale avec plein de matériel dessus. Des écrans, des unités centrales, des photocopieuses, des imprimantes, enfin plein d'objets qui sont nécessaires pour avoir une configuration de travail, mais qui sont très encombrants et vous y ajoutez tous les fils qui pendouillent, etc. En plus du fait que la chaise qu'occupe la jeune femme qui travaille est une chaise ordinaire, elle n'a pas de repose-pied et évidemment, l'effet sur ces segments de membres pour créer les situations de TMS sont flagrantes. Pour ce qui est des luminaires, c'est des néons qui sont des néons individuels, non doublés, sans grille de défilement, qui sont placés derrière l'opératrice, donc face à l'écran, et qui sont des sources de papillotement et de reflets, ainsi que d'éblouissement pour les gens qui utilisent les écrans. Et c'est comme ça sur tous les murs de toutes les salles où les gens travaillent. En plus de cela, vous avez la fenêtre qui est aussi derrière l'opératrice, et donc ça complète le tableau de le mauvais agencement des bureaux et des tables où sont posés les écrans, puisque le reflet de la fenêtre va directement au niveau de l'écran. Ceci est un exemple de table de travail sur laquelle se trouvent tous les éléments qui sont nécessaires pour travailler. Ça va de l'unité centrale jusqu'au scanner, le clavier, la souris, tout est. Du coup, quand l'opératrice ouvre le journal sur lequel elle travaille pour faire entrer les données informationnelles, elle est obligée de l'ouvrir sur son écran, vous allez voir, et du coup, ou sur le côté, et elle se plie pour pouvoir gérer l'opération qu'elle a à faire. Vous voyez, elle consulte le journal ouvert, ensuite elle le plie, ensuite elle le met à côté, ensuite elle pourra saisir l'information au niveau du masque de saisie du logiciel. Et ça, c'est vraiment que la table ne s'y prête pas, que l'organisation du travail ne s'y prête pas. Vous y ajoutez sur cette photo l'image entière de la table, de la chaise, qui sont ni réglables, ni adaptées, ni faits pour faire du travail sur écran, avec des chaises ordinaires, des tables ordinaires et pas de repose-pied. Et vous y ajoutez l'encombrement du plan de travail, sur lequel on va ajouter un téléphone, parce que les opératrices servent aussi de secrétaire. Mais là, le comble, c'est l'ingénieur qui s'occupe du matériel informatique et de tout ce qui est maintenance, etc. Lui, il a carrément une table de jardin sur laquelle il a tout son matériel, et en dessous, vous voyez pendouiller tous les fils qui, à moindre moment d'inattention, on peut se prendre le pied et faire une chute de sa hauteur sur n'importe quelle table ou mobilier qui se trouve à côté. Il peut y avoir donc des accidents qui sont liés à ça. Donc, on voit bien que les dysfonctionnements sont notables, on les a tous énumérés, et en plus, l'organisation du travail est laissée aux travailleurs eux-mêmes. On n'organise pas de pause, il n'y a pas de définition
correcte des tâches. Tout le monde fait tout et tout le monde ne fait rien. Donc, on fait le secrétariat, on fait l'accueil, on répond au téléphone, on se déplace, on collecte les journaux. On est responsable de son activité de bout en bout sans que ça n'ait un effet bénéfique sur le fait d'être autonome et de pouvoir gérer son temps comme on le veut. Puisqu'il y a une contrainte de temps, on doit remettre le travail à une certaine heure à un client qui doit consulter toute l'actualité sur son secteur en temps opportun. Et par exemple, un PDG d'entreprise, il a besoin de savoir ce qui a été dit pendant les dernières 24 heures sur son entreprise le matin pour pouvoir prendre des décisions. Il ne peut pas attendre midi ou carrément le début de soirée pour avoir une idée sur ce qui s'est dit et quels sont les problèmes qui se posent à son secteur. Vous voyez? Donc, il y a des espèces de contraintes qui ne vous laissent pas tout à fait libre d'organiser comme vous voulez, alors qu'on a l'impression qu'elles sont autonomes et qu'elles peuvent faire une organisation de leur travail comme elles le veulent. Il y a des contraintes incompressibles, si vous voulez. Du coup, ça a entraîné du turnover, c'est-à-dire les gens ne restent pas. Les gens viennent, travaillent un moment et puis s'en vont. C'est ce qui posait problème, entre autres, au manager qui nous a sollicité à l'époque. Donc, ayant constaté tout ça, on fait le point, on fait une réunion d'étape, dans le cadre de la démarche ergonomique, on fait le point sur tout ce qu'on a observé, on prend tous les documents qui existent au niveau de l'entreprise sur justement ce turnover, sur la qualité de ce qu'a envie vraiment de faire la direction pour améliorer les choses, jusqu'où peuvent aller. On a discuté avec les uns et avec les autres et on a regardé dans la littérature qu'est-ce qui était proposé pour améliorer les conditions physiques de travail déjà, pour pouvoir discuter d'autres choses. Et on a donc fouillé dans la littérature pour voir s'il y avait des normes du travail sur écran. C'était la question qui était posée à l'ergonomie. Il y en avait d'autres qui étaient posées et qui allaient être résolues avec d'autres moyens. Dans la législation algérienne, il n'y avait pas grand-chose, pas de texte spécifique pour le travail sur écran. On a retrouvé tout ce qui était généralité sur les locaux, l'hygiène, les équipements de protection individuelle, l'éclairage des locaux, le bruit et tout ça. Bon, on a pris compte de ce qui était donné comme directive, mais surtout tout ce qu'on nous demandait d'améliorer en puisant dans ce que les nouvelles technologies pouvaient apporter à ce type d'entreprise. Et on a regardé à l'international ce qu'on pouvait trouver comme proposition de normes pour le travail sur écran. On a regardé chez les Américains, chez les Français, au BIT, à l'INRS, un peu en Allemagne, partout. Et on a fait une synthèse, si vous voulez, de ce qui pouvait être proposé pour améliorer les conditions physiques de travail quand on fait du travail sur écran pendant toute la durée des 8 ou 10 heures des 8 heures de travail qui sont demandées aux différents opérateurs. Voilà, ça résume, si vous voulez, cette image résume comment devrait être un poste de travail avec travail sur écran. Les différents angles à respecter, le type de mobilier qu'il faut respecter, le type de table, chaise, distance des écrans, où situer les sources de lumière, où mettre le porte-document, comment avoir une posture de confort pour les membres inférieurs en ajoutant un repose-pied qui peut être réglable à la limite, et une chaise qui maintient bien le dos, qui peut être réglable selon la corpulence de celui qui occupe le poste de travail. Et on a fait des propositions donc à l'entreprise sur le plan du poste de travail lui-même, en plus de la peinture, l'éclairage, le bruit, etc. Voilà. Donc, ça a été entériné, pris en considération. Ils ont libéré les locaux et mis en route les travaux qui ont été donc supervisés. Nous y avons même
fait un tour. Vous voyez au fond, c'est la résidente qui a fait un mémoire sur ce travail-là. Et donc, c'est le chantier. On a suivi le chantier avec eux jusqu'à ce que ça soit terminé. Tous les locaux ont été réorganisés en fonction des propositions qui ont été faites. Et vous allez voir le résultat quand on fait ce type de démarche avec l'acceptation de la direction de l'entreprise et des travailleurs qui sont concernés. Une réorganisation des locaux, l'entrée qu'on avait vue impersonnelle, blanche, froide, mal accueillante, si vous voulez, s'est transformée en une entrée plus agréable, des espaces qui sont partagés, une limitation, une séparation des différents espaces nécessaires à un confort physique et visuel, si vous voulez, de quelqu'un qui travaille ou de quelqu'un qui vient pour demander un service. Une entrée, un coin détente, un coin pause, un secrétariat ont été réorganisés à ce niveau-là. Les espaces ont été dégagés pour qu'on puisse avoir des allées de circulation entre les différents postes de travail. Tous les câbles qui pendouillaient un petit peu partout ont été mis dans des gaines avec l'Internet, l'électricité, le téléphone, tout ce que vous voulez, circulent dans des gaines qui font le tour des différents locaux. Les interdits habituels, puisque c'est un appartement qui se trouve au centre-ville, les anciennes constructions, il y a un très, très grand balcon qui fait pratiquement le tour de l'appartement, les 3/4, et donc ont été aménagés des points fumeurs, de quoi s'aérer, de regarder un peu la rue, se dégourdir les jambes et re-rentrer quand on veut faire une pause, par exemple. Le coin détente qui peut aussi bien servir aux travailleurs que pour recevoir les différents clients qui peuvent venir pour demander une information, venir pour une réunion avec la direction, venir négocier un contrat, etc. Et à l'intérieur, derrière une porte qui se trouve à côté de ce coin détente, il y a un petit coin cuisine où on peut réchauffer à manger, faire un café, etc. Et il y a des douches, des toilettes et tout ça. Et on voit bien que l'aménagement, alors que c'est exactement les mêmes espaces où vous avez vu la jeune femme avec la fenêtre derrière le dos, c'est celle-là d'ailleurs que vous voyez. Le fait d'avoir aménagé les choses différemment avec un nouveau mobilier donne la possibilité aux différents opérateurs et à leurs superviseurs d'échanger en toute quiétude, sans avoir à déranger le voisin. Cet aménagement permet aussi de se déplacer sans problème, de s'isoler si on en a besoin, puisque c'est du mobilier modulable qu'on peut mettre dans un coin et de pouvoir travailler sans être dérangé par les discussions des autres collègues. On a installé du mobilier ergonomique qui permet les ajustements du poste de travail en fonction de la corpulence des différents opérateurs. Vous voyez qu'on a 3 jeunes gens qui ne sont pas tout à fait de la même taille ni du même poids et qui occupent de manière confortable leur poste de travail. Donc, c'est un mobilier ergonomique avec confort et respect des courbures lombaires et de la physiologie des travailleurs qui les occupent. On peut donc avoir moins de problèmes de circulation, de crampes au niveau des muscles ou de tension au niveau des tendons, et donc éloigner le plus possible le spectre des TMS. On peut donc augmenter ou diminuer les surfaces, on peut s'isoler et on peut même jouer sur la lumière, comme vous le voyez et qu'on va le voir sur une autre dia. Tout le matériel informatique a été changé. On s'est mis donc au matériel beaucoup moins encombrant, les écrans plats, les unités vraiment compactes, etc.
donc du matériel dernière génération. Et même si ces images datent de- juste après les premières innovations, au fur et à mesure des années, maintenant pratiquement 20 ans après, quand on repasse, on voit qu'il y a du nouveau matériel qui a été au fur et à mesure à chaque fois modernisé et l'investissement a continué. Les plans de travail sont dégagés. On a intervenu sur la lumière et les luminaires. Donc, vous voyez, ils sont encastrés. Il y a eu un ingénieur qui est venu, il a fait tous les calculs avec les surfaces qu'on peut avoir comme lumière artificielle, lumière naturelle. Et il a travaillé avec un logiciel qui a permis de faire les calculs nécessaires et donner les emplacements des différentes sources de lumière pour que le confort visuel grâce à l'éclairage artificiel, quand il est utilisé seul le soir, puisqu'il y a des équipes qui travaillent le soir, ou quand il est utilisé en mixte, quand on peut laisser rentrer la lumière du jour, on a un maximum d'éclairage au niveau des postes de travail et au niveau du champ visuel de chacun des travailleurs. Il n'y a aucune source de lumière qui vient directement au niveau des yeux des opérateurs ou au niveau des écrans. L'emplacement des écrans, l'emplacement des sources de lumière a été étudié de façon à ce que ceci soit évité. Le réglage, donc on ne peut augmenter l'intensité de la lumière en fonction de l'apport ou non de l'éclairage naturel. Et là, c'est un opérateur qui est en train de travailler le soir dans un coin où il s'est isolé, où il y a moins la possibilité d'avoir de l'éclairage naturel. La peinture des murs a été étudiée. Nous avons proposé une couleur chaude, mate sur les murs avec un plafond clair, ce qui permet, lorsque l'opérateur lève les yeux et regarde le mur, d'avoir une sensation de repos avec ce type de couleur. Et le fait qu'elle soit mate, on va éviter toute possibilité d'éblouissement lorsque les spots luminaires ou le soleil est sur les murs. On a mis du double vitrage au niveau de toutes les fenêtres et à l'époque où la photo a été prise, les stores à lamelles horizontales n'étaient pas encore placés, mais c'était un projet qui faisait partie des aménagements. Et quand les stores sont levés ou qu'ils ne sont pas encore placés, on a la possibilité d'avoir l'éclairage mixte, évidemment. La climatisation a été mise en place et tous les autres éléments de dysfonctionnement qui ont été constatés ont été pris en considération. On a fait des préconisations et les choses ont été mises en œuvre telles que les pauses déjeuner, les pauses repas, les pauses repos, le fait de pouvoir circuler, communiquer. Les réunions doivent se faire et donner à chacun sa feuille de route pour travailler. Donc, la contrainte de laisser libre l'organisation doit prendre en charge sa partie de l'organisation du travail pour que les travailleurs se sentent épaulés par l'organisation et non contraints d'appliquer des mesures qui pourraient Il y a eu même des petits déjeuners qui sont organisés de manière hebdomadaire pour que l'équipe puisse échanger avec le manager autour de problèmes et l'instauration de la médecine du travail dans le sens visite médicale, les VP, les VE et la proposition de la création de nouvelles procédures pour pouvoir créer des postes de travail, éliminer d'autres tâches qui étaient trop routinières et monotones, etc. Donc tout ça a été pris en considération et la création de nouveaux postes de travail s'est vue. Vous allez voir un récapitulatif des postes de travail qui ont été créés. Et là, vous voyez l'organisation de l'archivage, soit physique, tel que vous le voyez dans cette armoire, soit la plupart du temps, on a numérisé l'archivage, ce qui évidemment prend beaucoup moins de place. Parce qu'il y a eu aussi une évolution dans le process de travail qui a été en grande partie entièrement
voire entièrement numérisé. La version papier du journal est vraiment rare maintenant, presque inexistante pour le process de travail à partir du moment où on intervient sur le journal, sur le contenu du journal. Je m'explique, c'est-à-dire que même quand le journal nous arrive sous forme papier, il y a un poste où on va le numériser pour l'envoyer pour le traitement. C'est-à-dire que les opérateurs qu'on voyait dans la version avant l'intervention, ouvrir le journal, travailler dessus, ça n'existe plus. Il y a un poste de travail qui numérise les journaux qui n'arrivent pas dans cet état au niveau de l'entreprise. Donc, la numérisation a permis donc de créer de nouveaux postes de travail. Il y a maintenant des techniciens veille, des agents veille et le rédacteur veille, c'est-à-dire plusieurs, pas des catégories, mais si vous voulez, c'est des postes qui interviennent à des moments différents dans le traitement de l'information. Voilà. Quand on regarde les postes de travail qui existaient étaient au nombre de 4 en gros. Ceux qui sont, que vous voyez sur le côté, validateur, informaticien, assistant de veille et infographe. À l'époque, dès la fin de la première intervention, puisque nous continuons à suivre l'entreprise, on a créé donc des filières de rédaction avec coordinateur éditorial, rédacteur validateur, assistant informatique, agent technique, chargé d'études, agent veille, rédacteur veille, chargé d'études dans la veille observationnelle de presse, les aides documentalistes, assistants administratifs, documentalistes et informaticiens. Vous voyez que la démultiplication des 4 grands pôles de travail qui existaient au début, où ils étaient 4 ou 5 à travailler, qui au fur et à mesure, la création des postes de travail a permis l'embauche de plusieurs autres travailleurs et était à une quarantaine de travailleurs après. Donc, on a multiplié les effectifs par 10 après ça. Donc, et en plus de la création de fiches de poste, de manuels de procédure, de contrats de travail, on voit bien que si on fait le bilan de l'intervention, qu'il est possible de faire évoluer les pratiques ainsi que l'état d'esprit en milieu professionnel. Donc, il ne faut pas se décourager. C'est important à dire par rapport à l'analyse du travail et des situations de travail. On peut donc identifier des dysfonctionnements, trouver des solutions aux problèmes que l'activité pose et les mettre en œuvre et s'approprier des méthodes qui relèvent d'autres disciplines. Je parle de nous, médecins du travail. Et on voit aussi que la collaboration des travailleurs ainsi que l'engagement des responsables de l'entreprise dans le dispositif, d'analyse va permettre de faire ce saut qualitatif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, c'est un seuil en deçà duquel on va se perdre à vouloir intervenir sans l'accompagnement du manager, sans l'acceptation des travailleurs, et on va se retrouver ballotté entre les deux à ne pas trouver de solution alors qu'on a juste envie de bien faire et d'appliquer la réglementation, d'appliquer la loi. Donc, il y a absolument un travail très important à faire en amont pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait et comment on fait participer les gens de l'entreprise autour de nous pour pouvoir répondre aux objectifs, aux enjeux qui sont parfois contradictoires à l'intérieur d'une entreprise. Donc, l'ergonomie est un outil qui permet de nous aider à penser différemment notre intervention et à penser le travail des autres pour les aider à le transformer. C'est ce que l'ergonomie nous permet. Donc, une fois qu'on a vu ça, on est encouragé
à se dire peut-être que étudier ce genre de discipline n'est pas tout à fait, comment dire, superflu ou juste ajouter de la théorie à la théorie. Là, si vous êtes toujours en forme, on va s'attaquer au concept et à l'introduction de l'ergonomie. Une fois qu'on a vu ce qu'on peut faire avec, on est plutôt content de connaître comment on l'a défini et qui en a parlé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous suivez? Oui, oui. Oui. Les images étaient claires, vous avez bien vu? Oui, Hein? oui, c'est clair. Oui. D'accord. Personne ne dort. Ça va. Non, non, non. D'accord. Donc, je reviens au début de ce qui peut être dit sur l'histoire de cette discipline qui est vraiment très riche et qui continue à accumuler dans son histoire des couches et des couches d'histoire, et elle continue à évoluer et elle continue à échanger avec d'autres disciplines pour grandir. Elle continue à grandir. Mais nous, ce qu'on doit retenir, parce que on n'oublie pas qu'on est médecin du travail. Donc, pour nous, quand on exerce la clinique médicale du travail, ce qu'on veut, c'est de préserver la santé des travailleurs. Et ce qui peut changer au niveau du poste de travail grâce à l'ergonomie ou à autre chose est un but de notre recherche parce que nous voulons préserver la santé des travailleurs pour que les dysfonctionnements dans le travail ne soient pas un risque absolu à courir, quoi. Afin d'atteindre cet objectif qui est la préservation de la santé des travailleurs, on doit analyser le travail. Et les méthodes qui nous permettent d'analyser le travail sont multiples. Il y a des disciplines qui se sont développées à partir de beaucoup d'autres sciences, ou en les associant, ou en les multipliant, ou en les faisant évoluer. En tout cas, il y a des outils pour analyser les situations de travail, parce que si l'on veut préserver la santé des travailleurs, on doit passer par là. Alors, si on veut connaître, comprendre et transformer le travail, les disciplines ne manquent pas et elles créent des méthodologies et des méthodes pour pouvoir analyser et comprendre et transformer le travail. Eh bien, les médecins du travail n'hésitent pas, comme ils sont confrontés directement à la réalité, ils n'hésitent pas à se les approprier. Je vous dis ça, c'est vraiment la conclusion de l'expérience du médecin du travail que je suis. L'ergonome, il dit toujours, vous devez faire appel à moi, me poser le problème, me faire une demande pour que je vienne intervenir. Vous voyez la distance qu'il y a entre lui en tant qu'ergonome et la réalité du problème dès qu'il se pose. Alors que le médecin du travail est dedans. Le travailleur, il vient le voir au premier. Il vient le voir pour des problèmes de santé. Il vient le voir parce qu'il a été convoqué pour une VP. Il vient le voir parce qu'il doit passer par lui pour être embauché. Il vient le voir à toutes les occasions. Il est au carrefour de la relation entre le travailleur, son employeur, son poste de travail. Donc, quand les problèmes se posent, on les reçoit en plein figure. Ce n'est pas le cas de l'ergonome, ce n'est le cas d'aucune personne qui intervient de l'extérieur. Et donc, du coup, quand vous n'avez pas de ce genre de profil à votre disposition dans l'entreprise, qu'est-ce que vous faites en attendant qu'il soit? Eh bien, vous vous appropriez les méthodes de l'ergonomie, de la clinique de l'activité, de l'ergologie, de la psychodynamique, de l'épidémiologie, de la toxicologie industrielle. Et je peux mettre 3 points de suspension s'il y a d'autres sciences qui sont créées pour analyser les situations de travail, comprendre, pour pouvoir transformer au bénéfice de la santé des travailleurs, eh bien, le médecin du travail n'hésite pas à y aller. Et de ce fait, l'ergonomie trouve toute sa place dans la caisse à outils du médecin du travail. Cette dia, c'est vraiment
la conclusion de l'exercice au quotidien de la médecine du travail dans un pays comme le nôtre, si vous voulez. Il y a des organisations dans d'autres pays qui mettent à votre disposition un ergonome, un clinicien, un juriste, un chimiste, etc. Ce n'est pas toujours le cas chez nous et ce n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Et donc, on voit souvent les médecins du travail se mêler un peu de tout. Et ils se mêlent par souci de trouver des réponses aux questions que le terrain lui pose. Et donc, maîtriser un petit peu les outils de l'ergonomie, eh ben, c'est pas plus mal. On peut nous traiter d'hégémonique, on peut dire on veut s'occuper de tout, on veut mettre la main à la pâte partout. Mais quand vous êtes seul dans une entreprise pour régler un problème, eh ben, parfois, vous faites du dépassement de fonction. Et donc, connaître un petit peu ce que l'ergonomie propose est intéressant. Transformer le travail au bénéfice de la santé des travailleurs, c'est vraiment la finalité première du médecin du travail et de l'ergonome aussi, de l'intervention ergonomique. Vous savez, je mets de l'intervention ergonomique. L'intervention ergonomique étant une demande qui vient de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise vers l'ergonome. Donc, pour l'ergonome, cette transformation doit être réalisée en contribuant à deux choses, à la conception de situations de travail qui n'altèrent pas la santé des opérateurs et dans lesquels ces derniers puissent exercer leurs compétences sur un plan individuel et collectif et avec tout le confort possible. Et il y ajoute et atteindre les objectifs économiques de l'entreprise parce que l'entreprise, c'est un endroit où on a des objectifs économiques d'abord, avant qu'ils ne soient des objectifs de santé des travailleurs. C'est la contrainte réglementaire qui fait que la santé des travailleurs doit être prise en compte par l'entreprise. Eh bien, l'ergonome, quand il vient, lui, dans sa conception de l'intervention, il tient compte des deux. Le médecin du travail n'est pas toujours obligé, ou presque n'est pas obligé, de tenir compte du deuxième objectif. La santé des travailleurs passe avant tout, passe avant les enjeux économiques. Vous me direz, si les enjeux économiques ne sont pas gérés, il peut ne plus y avoir d'entreprise. Oui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la balance et c'est souvent le médecin du travail. Alors, pour pouvoir rentrer dans l'univers de l'ergonomie, on doit avoir quelques notions sur le travail lui-même comme concept. Quand on dit travail, de quoi est-ce qu'on parle? Ça a l'air d'être quelque chose de naturel et de partagé par tout le monde, qui est transmis comme ça de génération en génération, sans que ça nous pose une quelconque question. C'est comme si c'était une seconde nature de l'homme et quelque chose qui va de soi. Eh bien, le fait qu'on ait pensé du travail ça pendant très longtemps, eh bien, on n'a pas réfléchi au travail lui-même, à la notion de travail elle-même qui, au fond, n'est pas si naturelle que ça. Ce n'est pas évident qu'elle soit quelque chose de naturel. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder en fonction du profil de celui qui parle du travail, vous aurez des définitions et des interrogations différentes. Vous entendrez un économiste parler du travail, c'est pas la même chose qu'un sociologue, c'est pas la même chose qu'un psychologue, c'est pas la même chose qu'un philosophe et c'est pas la même chose qu'un médecin du travail ou que quelqu'un d'autre. Vous trouverez toutes ces réflexions dans la littérature foisonnante des économistes, des sociologues, des psychologues, des philosophes. En tout cas, chacun y apporte ce petit quelque chose qui est lié à son regard propre, de là où il regarde, de par sa profession, sa formation de base, de là où il regarde le travail. Et ce qu'on peut constater et qui est partagé un peu par tout le monde, c'est que le travail est une réalité globale. On le voit, il est autour de nous, il existe, il s'impose à nous.
il fait partie de notre existence. Et donc, s'il fait partie de notre existence, il fait partie de notre environnement. Et à partir du moment où il fait partie de notre environnement, il est inscrit quelque part dans la société où nous vivons, l'époque où nous vivons, et c'est pour ça qu'on verra toutes les définitions et tout ce qui tourne autour du travail évoluer avec les sociétés, évoluer avec les hommes et les femmes qui le font, qui le fabriquent, qui l'exercent, etc. Donc, dans des sociétés différentes, vous aurez une expérience du travail qui est différente, même si certains mécanismes sont partagés par l'humanité. Vous savez, quand vous souffrez au travail, vous souffrez. Vous soyez ici en Algérie, au Japon ou aux États-Unis. Ça revient au même. Comment vous allez l'exprimer, ça va être différent chez l'Algérien, chez le Japonais, chez l'Américain du Nord. Voilà, c'est peut-être l'expression qui va changer parce qu'il y a une connotation culturelle à tout ça, éducationnelle et tout. En tout cas, ce qu'on peut remonter dans l'histoire, c'est que jusqu'à l'an 1000, le mot travail en lui-même n'existait pas. Le concept, la théorie travail n'existait pas en tant que tel. En fait, les hommes et les femmes de l'époque travaillaient, mais ils ne savaient pas qu'ils travaillaient. Ils avaient une activité, mais ça ne s'appelait pas travail. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui donnaient comme symbole de dénomination, mais en tout cas, le mot travail, on ne lui trouve pas de trace avant l'an 1000 dans les écritures qui nous sont parvenues. Le mot travail va s'imposer très lentement à partir du 14e, 15e siècle. Et si on ouvre le dictionnaire, le mot travail a une relation bizarre avec un instrument de torture qui s'appelle le trépalium. C'est-à-dire que la notion, le concept travail a commencé à être utilisé toujours dans des circonstances douloureuses. Ça a une connotation de douleur et de difficulté, puisque trépalium est un instrument de torture qui était utilisé pour torturer les êtres humains ou pour écarteler des animaux quand on avait besoin de les maintenir immobiles pour pouvoir les ferrer ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous trouverez dans la littérature beaucoup de choses sur l'évolution et l'apparition dans l'histoire du mot travail. J'ai repris une définition d'une ergonome qui s'appelle Teger, qui est belge, et qui dit que le travail est une activité finalisée, réalisée de façon individuelle ou collective par un homme ou une femme donnée, dans une temporalité donnée, située dans un contexte particulier qui fixe les contraintes immédiates de la situation. Cette activité n'est pas neutre, elle engage et transforme en retour celui ou celle qui l'accomplit. À mon avis, dans cette définition, on regroupe tout ce qu'on vient de dire sur comment on appréhende avec les différents profils le travail. Et il est situé, il est fait par un homme ou une femme, il peut être individuel ou collectif, il est situé dans le temps, il est situé dans l'espace, il y a des contraintes particulières qui sont fixées par la situation donnée, et on voit bien que ce travail peut agir sur nous et on peut agir sur lui et sur notre environnement. Vous voyez, on a tous les éléments dans cette définition du travail qui est donnée par Teger. Ça tombe bien qu'elle soit une ergonome, puisqu'on va voir que l'ergonomie a apporté un nouveau regard justement sur le travail. Grâce à ses méthodes et à sa démarche, l'ergonomie va permettre de voir autrement le fonctionnement d'une entreprise à partir de la compréhension de l'activité de travail des hommes qui sont dans cette entreprise. Cette compréhension est importante si on veut concevoir du travail, donner des tâches à faire à des opérateurs et qui peuvent les maîtriser. Et donc, si on veut s'imprégner quand on n'est pas à l'intérieur de l'entreprise, si on vient comme ergonome de l'extérieur, on se dit,
on doit écouter les gens qui sont dedans, voir comment ils font, qu'ils nous l'expliquent pour qu'on puisse s'imprégner de ce que c'est que le travail dans cette entreprise. Donc, la compréhension du travail nous est nécessaire et on ne peut la palper que si on a affaire directement à ceux qui travaillent. Et donc, on va aller directement vers les travailleurs pour essayer de nous imprégner en tant qu'ergonome du travail. Et à partir de là, même comment dire, l'ergonomie se donne comme, comment appeler ça, une échelle de valeur, si vous voulez, que si elle veut transformer quelque chose, il faut qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, le connaître pour pouvoir le transformer. Commencer d'abord par comprendre, ensuite trouver des possibilités de transformer le travail. Et donc, si on est dans cette vision, on va regarder quels sont les équilibres qu'il faut mettre en place sur le plan physique, psychique, mental, pour pouvoir avoir des systèmes fiables pour que les opérateurs, c'est le terme qui est introduit par l'ergonomie, pour que les opérateurs soient dans la sécurité et le confort possible à leur poste de travail et donc à préserver leur santé. Alors, d'où vient l'histoire de l'ergonomie? C'est très difficile à dire parce qu'une discipline ne naît pas comme ça du jour au lendemain. On ne peut pas dire là, tiens, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on commençait l'ergonomie. Non, il y a un cheminement, il y a des gens qui s'y mettent, il y a des réflexions, il y a des écrits, il y a des interventions, il y a des expérimentations, il y a des échanges entre chercheurs, il y a plein de choses qui s'accumulent avant qu'à un moment, on puisse dire, tiens, arrêtons-nous, on va faire le point et on va s'entendre sur le minimum qui va constituer le champ de cette discipline. On va lui donner un nom, un champ d'intervention, etc. Donc, fixer les origines d'une discipline est quelque chose de difficile, mais il arrive à un moment où arbitrairement, on rassemble les connaissances et on décide d'une date ou d'une année ou quelque chose comme ça. Donc, les institutions vont la reconnaître au bout d'un moment quand elle va commencer à rentrer dans les structures, qu'elle va être enseignée et qu'elle va donc aboutir dans sa gestation à quelque chose qui est reconnu sur le plan sociétal. On peut remonter pour l'ergonomie très loin, comme je le dis ici, à la préhistoire, à l'Antiquité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des gens qui ont essayé d'intervenir sur quelque chose pour le rendre plus efficace, pour qu'on corrige un défaut, etc., on était en train, en fait, de faire de l'ergonomie de l'outil. À chaque fois que des outils ont été améliorés de génération en génération en partant d'une pierre jusqu'à fabriquer une flèche avec laquelle on pouvait chasser, c'est de l'ergonomie de l'outil. Donc, on procède par essai, erreur, et on arrive à améliorer le quotidien. Donc, on peut dire que les gens ont toujours fait de l'ergonomie sans s'en rendre compte. Ensuite, il y a eu bien sûr des évolutions dans le temps et sur du temps long pour arriver à ce qu'est la démarche ergonomique d'aujourd'hui. Alors, je vais passer en revue par quelques lignes. À partir du début du XXe siècle, par exemple, on a eu l'Organisation scientifique du travail avec Taylor qui a amélioré un certain nombre de choses et qui a ses propres défauts qui ont fait qu'on a retenu des choses, pas d'autres. Ça s'est cassé la gueule dans certains pays, mais le Taylorisme a été une étape où on a réfléchi sur le travail. Ensuite, il y a eu la psychotechnique avec l'accompagnement de la physiologie du travail et on a vu des chercheurs tels que Bunet ou
Metzberg, beaucoup travaillé sur ces éléments-là. Et petit à petit, on en est venu à la constitution de quelque chose qui avait à voir avec la physiologie et le travail. Et ainsi est née la physiologie du travail avec les Hamar et autres chercheurs qui ont parlé du travail humain ou dans son ouvrage Hamar qui parle du moteur humain. Puis sont venues les deux guerres et entre les deux guerres, les premières études sur l'industrie et les conditions de travail, ainsi que les performances des êtres humains après la Première Guerre mondiale, ont permis de comprendre un certain nombre de choses sur le travail, d'autant que les femmes sont rentrées dans les usines, les hommes ayant été emmenés au front, ça a apporté une anatomie, une corpulence, une physiologie, un travail musculaire différent, et ça a fait réfléchir beaucoup de chercheurs, et on a commencé à se constituer en groupe de travail qui réfléchissent sur le travail. Et ainsi est venue la création de l'Institut d'ergologie de Bruxelles et, dans les années 20, 1927, puis plein d'autres recherches en Allemagne et aux États-Unis avec le développement vraiment de la physiologie du travail et on a vu en plus l'explosion des techniques pour sélectionner, puisqu'on a compris beaucoup de choses sur la physiologie du travail et l'effort, l'adaptation du corps humain à l'effort et comment on pouvait utiliser les forces, etc. Et on a commencé à sélectionner les gens pour tel ou tel type de métier et de profession. Vient la Deuxième Guerre mondiale, il y a des investissements qui sont faits chez les militaires pour augmenter leur puissance d'intervention sur le plan militaire. Et du coup, ils ont apporté un plus aux chercheurs qui ont explosé sur le plan des trouvailles technologiques, avec la mise au point d'équipements plus ou moins complexes et qui demandaient beaucoup d'argent et qui demandaient l'intervention d'êtres humains qui, quand on perdait l'appareil qui a été créé avec un être humain dedans, ça faisait un coût très, très élevé et à assumer. Donc, du coup, la perte d'un avion avec un aviateur dedans, ça coûte cher. Et c'est ainsi que plein de programmes de recherche ont été lancés chez les militaires pour pouvoir trouver, en fonction des limites de l'être humain, des machines et des engins qui pouvaient être performants tout en préservant la vie humaine. Donc, on lance des programmes de recherche pour mieux connaître les limites humaines et adapter les conceptions d'équipement à l'homme en activité. C'est la naissance de ce qu'on a appelé à l'époque l'human engineering, c'est-à-dire la conception de systèmes qui tiennent compte de l'homme dans un but d'efficience. Il faut être efficace et efficient, donc à aller au but sans perte, ni humaine, ni matérielle. Et en 1949, un psychologue gallois qui s'appelle Munel propose et fait adopter le terme ergonomique pour désigner la nouvelle discipline issue des recherches de la guerre. Quand on fait le point, la guerre est terminée, hein, 45 c'est fini, en 49 des congrès de chercheurs, etc. Ils font le point de tout ce qui a été engrangé sur ce plan-là dans la recherche par rapport aux organismes humains et la recherche sur le plan technologique et qu'est-ce que ça a apporté. Et ainsi est né le mot ergonomie une fois qu'on a fait le point sur ce que les recherches ont apporté comme résultat. Alors,
Après, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a continué, bien sûr, à faire évoluer les choses et on va voir des chaires se créer, des associations, des groupes de chercheurs, etc., dans différentes parties euh, du monde. Et on a élargi donc le concept d'human engineering au concept human factor, c'est-à-dire qu'on on pensait pas seulement la technologie en fonction des limites de l'être humain, mais on tenait compte du facteur humain pour concevoir des choses qui pouvaient être performantes en sa présence. Et ainsi, on a vu se développer donc les nombreuses sociétés d'ergonomie, dont la Société d'ergonomie de langue française qui est née en 1963. Ça a développé des cursus de formation en ergonomie et on a commencé à réfléchir à l'ergonomie qui apporte des transformations a posteriori. Comme ça, on a parlé d'ergonomie de correction qui coûte très cher quand même. Et ensuite, on a évolué vers intervenir en amont et on a parlé d'ergonomie de conception. Aujourd'hui, les deux sont complètement mélangés. On ne parle plus ni d'ergonomie de conception, ni d'ergonomie de correction, puisqu'on ne part jamais de rien et on ne crée jamais rien en n'ayant pas fait référence à quelque chose qui a dû avoir lieu dans le passé ou qui a existé dans le passé. Et les ergonomes qui interviennent sur l'ergonomie de correction ou sur l'ergonomie de conception sont les mêmes. Donc, du coup, c'est une séparation assez qui a été abandonnée de plus en plus. Mais ce qui n'a pas été abandonné, mais qui est en train de faire une jonction aujourd'hui, puisque on voit que c'est quand même des choses qui sont complémentaires, c'est que l'évolution de l'ergonomie chez les anglo-saxons et les japonais et l'évolution de l'ergonomie chez les francophones qui ont suivi les écoles belges et françaises est en train d'échanger sérieusement pour aller trouver des solutions communes et prendre ce qui est bon dans les deux manières de réfléchir. En tout cas, les anglo-saxons, eux, travaillent en labo. Ils sont dans l'expérimentation, ils ont des méthodes expérimentales, ils travaillent en labo et ils sortent, si vous voulez, des solutions de laboratoire pour les mettre à la disposition des entreprises. Les ergonomes francophones, eux, partent du terrain et de ce que le terrain leur permet d'étudier comme difficultés, dysfonctionnements, situations de travail compliquées, etc., pour en sortir des solutions qui doivent résoudre les problèmes de l'existant et de ce qui peut venir après comme développement de la technologie. Donc, ils étudient des situations, ils vont sur le terrain et ils étudient des situations réelles, ils contribuent à la conception ou à la transformation de situations de travail. C'est une approche clinique, c'est-à-dire que quand on dit clinique, c'est-à-dire qu'on est au chevet de quelque chose. Vous faites de la clinique médicale quand vous êtes au chevet du malade et vous faites de la clinique du travail quand vous êtes au chevet du travail. C'est exactement ça que font les ergonomes francophones. Alors, ça, c'est pour l'histoire. Et l'histoire de l'ergonomie a été jalonnée de définitions. À partir du moment où on a commencé à en faire un répertoire, un référentiel d'études, un diplôme, etc. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que pour faire de l'ergonomie, on peut venir de n'importe quel horizon. C'est-à-dire que on fait médecine et ensuite on va faire ergonomie. On est ingénieur, ensuite on peut faire ergonomie. On est philosophe, après on peut aller faire ergonomie. On est psychologue, après on peut faire ergonomie, et ainsi de suite. Les profils de formation de base importent peu si on a envie d'avoir ou de faire un diplôme d'ergonomie. Tout le monde peut y aller, on peut trouver tous les types de profils. Il est très rare que vous trouvez un ergonome qui vous dit d'emblée j'ai fait ergonomie. Parce que c'est en fait plus une surspécialisation qu'une spécialité de base. Mais on exerce, quand on a le diplôme, on exerce en tant qu'ergonome.
et qu'on vienne d'études juridiques telles que, moi j'ai vu des avocats, enfin des juristes, des gens qui ont étudié le droit, devenir ergonomes. Et l'histoire de l'un d'entre eux que j'ai connu personnellement est édifiante. C'est quelqu'un qui travaillait dans une grande entreprise en tant que juriste. Donc, il était dans l'administration, il était juriste et il gérait tout ce qui était le droit sous toutes ses formes dans l'entreprise, pour le marché, pour le travail, pour les travailleurs, pour tout ce que vous voulez. Et il a assisté un jour à un accident du travail mortel. Et ça lui a fait remettre en cause tout ce qu'il brassait comme discussion juridique et de droit du travail quand il était dans ce métier-là. Et en fait, il a assisté à un accident dans une cimenterie où un travailleur est tombé dans le broyeur. Et toute la cargaison de ciment, c'était sa tombe en fait, puisque tout son corps a été malaxé avec le ciment qu'il y avait dans le broyeur. Et ce jour-là, il a décidé de réfléchir, d'arrêter de travailler en tant que juriste, de s'inscrire à la faculté pour faire ergonomie. Et il est revenu dans le monde du travail en tant qu'ergonome, enseignant en ergonomie et qui vantait les mérites de l'ergonomie parce qu'il s'est posé la question, comment peut-on faire pour éviter qu'un accident comme ça se reproduise? C'est impensable de continuer à travailler si on ne mène pas une réflexion pour que plus jamais un travailleur ne se retrouve broyé avec les ingrédients du ciment. Voilà. Donc, on peut venir de n'importe quel horizon pour faire de l'ergonomie. Et si vous cherchez une définition de l'ergonomie, comme on a défini le travail, on va essayer de définir l'ergonomie qui, dans le mot, il y a le mot ergos qui est travail, nomos qui est règle ou loi. Ça veut dire qu'étymologiquement, il y a deux mots qui constituent le mot, il y a deux parties qui constituent le mot ergonomie, c'est le travail et c'est les lois pour gérer le travail. Alors, vous allez trouver dans l'histoire de l'ergonomie plusieurs définitions qui se succèdent. Vous allez trouver certaines plus complètes que d'autres, plus travaillées que d'autres. À commencer par la première, dans le nom de l'auteur, pour ne pas écorcher son nom, je ne le prononcerai pas. Quand vous avez 4 ou 5 consonnes qui se succèdent, c'est très difficile de prononcer le nom. Donc, lui, il parle des rapports de l'homme au travail avec son environnement naturel. Alors que Cormick est très succinct et dit c'est concevoir à l'usage de l'homme. Ça résume tout. Casamian nous dit c'est l'étude pluridisciplinaire du travail humain qui tente d'en découvrir les lois pour mieux en formuler les règles. Ça aussi, c'est une jolie définition. L'ergonomie est connaissance et action. La connaissance est scientifique et s'efforce de déboucher sur des modèles explicatifs généraux. C'est-à-dire que vous partez de la connaissance, de la science, pour pouvoir trouver quelque chose qui est palpable comme un modèle de solution à un problème qui se pose. L'action vise à mieux adapter le travail aux travailleurs. Elle étudie l'homme en activité de travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire l'économie de regarder les gens en mouvement pendant qu'ils travaillent pour pouvoir comprendre ce qu'ils font et bien étudier et relever les dysfonctionnements pour pouvoir proposer les transformations nécessaires au bénéfice de la santé des travailleurs. Finalement, celle de Wissner que je mets ici sur ce dia est celle qui rassemble un petit peu toutes les idées ou les idéomes contenus dans ce que les ergonomes veulent faire passer par leur discipline. C'est l'ensemble des connaissances scientifiques relatives à l'homme et nécessaires pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité. Je trouve que c'est celle qui nous permet
d'avoir un œil, si j'ose dire, sur toutes les facettes de cette discipline pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on fait usage de tout ce que la science peut mettre à notre disposition pour être le plus efficace possible dans la mise à la disposition des hommes et des femmes au travail d'outils, de machines, de dispositifs, voire d'organisations qui leur permettent de travailler avec un maximum de confort, de sécurité et d'efficacité. C'est quand même très bien résumé. Alors, qu'est-ce qu'a apporté, puisque c'est un cours sur les concepts et l'histoire, de l'introduction, le concept et l'histoire de cette discipline, qu'est-ce qu'elle nous a apporté de fondamental, l'ergonomie? Elle a apporté des définitions, une démarche. Alors, des définitions, c'est grâce à l'ergonomie qu'on fait la distinction entre la tâche et l'activité. C'est grâce à l'ergonomie qu'on comprend que l'activité de l'un, la tâche de l'un peut être l'activité de l'autre. Par exemple, quand l'ergonomie définit la tâche, elle parle de ce qui doit se faire, c'est-à-dire c'est ce qui est prescrit. Voilà comment vous devez faire telle et telle chose. C'est la recette, si vous voulez. Et l'activité, c'est ce qui se fait réellement, c'est le réaliser. Donc la tâche, c'est ce qui doit se faire, c'est le prescrit. L'activité, c'est ce qui se fait réellement, c'est ce qui est réalisé, que vous voyez en train de se faire sous vos yeux, que vous pouvez observer. Donc l'activité en ergonomie regroupe l'activité observable, ce que vous voyez en train de se faire directement, c'est ce qui est manuel, que vous pouvez palper, mais aussi l'activité mentale non observable directement, parce que certaines activités sont des activités intellectuelles. Vous ne pouvez pas ouvrir la tête de quelqu'un et de voir comment se font les opérations dans son cerveau. Vous allez voir l'aboutissement des décisions qu'il aura à prendre. Mais le travail intellectuel fait partie de l'activité. Donc, si on arrive à bien comprendre ces distinctions, on a compris ce que c'est que la base de l'ergonomie. Vous avez la tâche, vous avez l'activité, vous avez le prescrit, vous avez le réalisé. Entre les deux, il y a quelqu'un qui est le médiateur de cette histoire, c'est l'opérateur. Ça passe par le travailleur pour devenir une activité. La tâche passe par le travailleur pour devenir une activité. Et donc, la tâche ne ressort jamais complètement égale à elle-même quand elle passe par les filtres de l'opérateur. Il va d'abord la comprendre, il va la triturer, il va la mettre à sa sauce et il vous sortira son activité. Elle va aboutir au résultat que vous lui demandez, mais par le chemin qu'il aura lui décidé. Donc, ceci va entraîner des conséquences sur les conditions externes, c'est-à-dire obtenir le but visé. On va comparer les écarts, les réductions d'écarts, importants, agir, dysfonctionnement. C'est-à-dire quand on compare la tâche et l'activité, on verra qu'est-ce qu'a fait l'opérateur entre-temps et qu'est-ce qui s'est passé avec les conditions extérieures pour que le résultat que nous voyons est si différent ou pas très différent ou très peu différent de ce qu'on a prescrit. Et on verra ce qui va et ce qui ne va pas. Ensuite, des conséquences sur les conditions internes. L'opérateur, quand il intervient, il y aura des conséquences sur lui. Et il a réfléchi, il a transformé, il a agi, il a utilisé ses muscles, il a utilisé sa tête, il a. Et donc, il va se fatiguer ou pas, beaucoup ou très peu, il va être satisfait ou moins satisfait, et tout ça va avoir des conséquences sur lui et sur l'opérateur.
Donc, les conséquences peuvent être sur les conditions externes, c'est-à-dire est-ce que la pièce est bonne, elle est sortie, il a été fait, est-ce qu'il y a des écarts entre ce qu'on lui a demandé de faire et ce qu'il a fait, etc., etc. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Et il y aura des conséquences sur l'opérateur lui-même qui va être fatigué, pas fatigué, trop fatigué, surmené, souffrant, satisfait, pas satisfait, etc. Et tout ça est le mélange que donnera à voir le, le, le travail à un ergonome qui observe. Et la démarche avec laquelle il va intervenir est un cours à part que Madame Ouaz se fera un plaisir de vous détailler toutes les étapes, en commençant par la demande, l'étude de la demande, la reformulation de la demande, l'observation, les enjeux, etc., etc. Toutes les étapes vous seront détaillées. Alors en fait, l'objet de l'ergonomie, c'est quoi? C'est que on va observer et étudier l'homme et sa tâche, l'opérateur et ce qu'on lui a demandé de faire. C'est le couple homme-machine dans tous ses aspects. Toutes les interactions vont être étudiées entre lui, sa machine, l'environnement et tout ce qui va avec dans le cadre de l'étude observationnelle qui va être faite par l'ergonome. L'ergonomie, c'est aussi l'étude des systèmes de travail. En fait, l'objectif de l'ergonomie, c'est l'adaptation du travail à l'homme. C'est-à-dire, quand on parlera d'écart, on va voir si les écarts qui ont été observés, c'est au bénéfice du travailleur, auquel cas il faut les adopter, les garder, les mettre dans la nouvelle façon de travailler, ou c'est plutôt en défaveur du travailleur. Dans ce cas, il faut trouver la façon de les éliminer, de les corriger, de les remplacer par quelque chose qui permette au travailleur d'être en sécurité et en efficacité. Et ce n'est pas l'inverse. Non, et pas l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter au travail. C'est toujours le travail qui doit être adapté à l'homme. C'est d'ailleurs dans la réglementation dans notre pays. Alors, l'ergonomie tient compte des capacités humaines et de leurs limites. On va faire attention aux capacités physiques, à la force musculaire, aux dimensions corporelles, donc l'anthropométrie, on mesure les segments de membres, etc., pour étudier un poste de travail. D'ailleurs, l'ergonomie, c'est elle qui nous a appris qu'il n'y avait pas d'être moyen. On ne peut pas concevoir un poste de travail à la moyenne des gens. Il sera pour quelqu'un qui n'existe pas, puisque vous prenez tous les gens que vous avez et vous tracez la moyenne. Prenez toute leur taille et vous divisez par le nombre de personnes, vous prenez leur poids, vous divisez par le nombre de personnes, vous prenez, etc. Vous allez créer un prototype d'humain qui n'existe pas. C'est pour ça que l'ergonomie, quand elle transforme, elle vous donne la possibilité d'élargir, de diminuer, d'allonger, de prolonger, de mettre plus bas, de mettre plus haut, d'ajouter un élément, de diminuer un élément. C'est toute la possibilité de tenir compte des dimensionnements corporels et donc de l'anthropométrie des différents spécimens humains qui existent. Nous sommes tous différents. Un être humain moyen n'existe pas. Donc, capacité physique, capacité musculaire, dimension corporelle, possibilité de saisie des informations de l'appareil sensoriel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui nous arrive comme bruit, comme mots, comme paroles, et comment on doit gérer tout ça. Et enfin, le traitement de cette information. L'ergonomie tient compte des caractéristiques du matériel de travail, les sources d'information, le poids des outils, la force à exercer, les dispositions des commandes, le dimensionnement des postes. Donc, quand on décrit ce qu'on voit, on doit regarder tout ça pour être objectif et précis. On doit regarder ce qui se passe au niveau de l'environnement, le bruit, les vibrations, l'éclairage, l'ambiance thermique, etc. Et enfin, la durée et les horaires de travail ainsi que l'organisation du travail. Vous avez bien vu dans l'exemple que je vous ai montré, on vous a dit, on s'est intéressé aux pauses, on s'est intéressé aux horaires de travail, ceux qui viennent la nuit, ceux qui travaillent de jour. Tout ça a été étudié en même temps
que le fait que la table soit une table ordinaire, une chaise ordinaire, etc. Les lumières, le bruit qui venait de l'extérieur, etc. Tout ça, on en a tenu compte pour pouvoir faire des propositions de correction qui permettaient d'augmenter le confort et de travailler dans de bonnes conditions. C'est une spéciale, je ne sais plus comment l'appeler, c'est une discipline, c'est une spécialité. C'est une spécialité pluridisciplinaire où on a besoin de tout ce que peuvent apporter les sciences qui s'intéressent à l'homme et au travail. Et donc l'anthropométrie, la biomécanique, la physiologie du travail, l'analyse des facteurs d'ambiance, la psychologie expérimentale, la psychosociologie, et vous mettez des points tillés pour dire toute forme de science, toute forme de discipline qui peut vous apporter un plus pour pouvoir comprendre ce qui se passe et de trouver les bonnes solutions est le bienvenu pour être mis dans le panier de l'ergonomie. On y a ajouté la philosophie, on y a ajouté la psychologie et la psychopathologie, on y a ajouté des tas d'éléments. L'essentiel, c'est de puiser dans les conclusions scientifiques de ces disciplines pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui sont posés à l'homme au travail. L'équipe qui peut participer aux études ergonomiques autour de l'ergonome peut être composée de différentes personnes en fonction du type de problème qui est posé, mais les incontournables sont l'opérateur, l'ergonome bien sûr, l'opérateur, l'ingénieur de sécurité, le médecin du travail. Après, vous y ajoutez le physiologiste du travail, le psychologue du travail, le sociologue du travail, le chimiste si vous en avez besoin, ou d'autres profils en fonction du problème qui est posé à l'entreprise et que vous devez résoudre. Qu'est-ce qu'on peut dire une fois qu'on a décortiqué l'histoire et un peu ce que fait l'ergonomie et quels sont ses objectifs? On peut dire que l'ergonomie, c'est une façon de connaître le travail humain et que pour ce faire, elle a besoin d'être globale, pluridisciplinaire et participative. En fait, c'est une discipline qui demande à accepter de construire collectivement le changement. Si on est plusieurs à discuter autour du problème pour pouvoir lui trouver une solution, c'est qu'on est apte à partager pour trouver une solution au problème qui se pose. L'ergonomie est une discipline qui fonde son action sur une approche scientifique du travail humain. On ne devine pas les solutions. Vous avez bien vu qu'on met au service de la réflexion et de la solution tout ce que la science, dans ses diverses spécialités, peut nous apporter. Et donc, on peut parler d'une approche scientifique du travail humain. L'ergonomie va solliciter l'apport des sciences humaines. Elle produit des connaissances spécifiques. D'ailleurs, on voit bien que le fait de dire que la tâche, que l'activité ne sont pas la même chose, que le fait de dire que lorsque la tâche passe par le filtre de l'opérateur, elle change, et donc il peut y avoir des écarts et on peut les observer. Le fait de dire que pour résoudre tel ou tel problème, on est obligé de faire appel à d'autres données et on va les mixer pour sortir une connaissance nouvelle et spécifique à l'ergonomie. Donc, on apporte un plus, l'ergonomie apporte un plus à la connaissance du travail humain, des solutions qu'on peut apporter dans le cadre des problèmes qui sont posés aux travailleurs et aux entreprises. Et de là, on peut imaginer qu'on peut, en fonction du développement dans un sens de l'ergonomie, on peut créer des ergonomies différentes, si vous voulez, différents types d'ergonomie. On peut avoir l'ergonomie cognitive, l'ergonomie du produit, l'ergonomie des objets industriels ou autres, et ainsi de suite. Et il y a autant, si vous voulez, de surspécialisation dans l'ergonomie que
que de types de problèmes que peuvent poser l'homme et la technologie dans le milieu de travail. L'ergonomie, c'est quelque chose où l'observation est très importante. Elle observe et elle fait valoir que l'homme n'est pas un exécutant. C'est-à-dire que quand je dis que la tâche passe par le filtre d'un travailleur qui devient un opérateur, c'est d'apporter à cet opérateur le fait qu'il opère, qu'il gère. Elle donne du sens à ce qu'il fait. Il n'est pas le simple exécutant d'une tâche qu'on lui a prescrit. Il influe. Il a son mot à dire, en fait. Il a son mot à dire sur ce qu'on lui donne à faire. Il apprend en agissant, il n'est pas passif, il ne subit pas le travail. Quand c'est le cas, c'est horrible. On ne reste pas longtemps sain quand on est dans cet état-là. Il adapte son comportement selon les variations internes. S'il est fatigué, là maintenant, si vous êtes fatigué, derrière l'écran où on ne se voit pas, vous êtes en train de bouger, de changer de posture, d'aller ramener un crayon ou un truc comme ça. En tout cas, en fonction de votre état, vous allez changer d'attitude. Et les variations de la production, vous les regardez, vous les entendez, vous les soupçonnez et vous allez intervenir en fonction de ça. Vous avez des gens qui connaissent le bruit du moteur ou de la machine sur laquelle ils travaillent. Ils savent quand elle va bien et ils savent quand elle va pas bien et où il faut intervenir et qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème. Donc, si on n'intervenait pas comme la prescription nous le demande, tout tomberait en panne. Rien ne marcherait. C'est parce qu'on intervient sur les pannes, sur ce qui ne va pas, sur les retouches, sur ceci, que les choses fonctionnent. S'il n'y avait pas cette intervention de l'homme, le prescrit ne fonctionnerait pas. Ne fonctionnerait pas, ça s'arrêterait d'emblée, presque d'emblée. Donc, il adapte son comportement selon les variations internes, c'est-à-dire lui en tant qu'individu, et sur les variations de la production, qu'est-ce qui se passe dans sa machine, dans le flux du travail. Il décide de la meilleure manière de faire, c'est-à-dire il a l'expérience et il a la réflexion avant l'intervention et il fait le choix d'intervenir de la meilleure manière qui soit pour faire ce qu'il a à faire. Il invente des façons, des trucs, des astuces pour se faciliter la tâche, pour mieux faire, pour devenir l'expert de son activité à tel point qu'il y a une facilité. Il acquiert ce que l'on appelle l'expérience, le tour de main, le petit truc qui fait que lui, il sait faire et pas quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle en ergonomie un opérateur, il opère. Opérer, ça veut dire justement être au four et au moulin, être partout pour intervenir de la meilleure manière qui soit pour que les choses se fassent et aboutissent à ce qui est attendu, c'est-à-dire une pièce bien faite, un produit sans défaut, un compte rendu complet, etc., etc. Ainsi donc, l'activité réelle diffère toujours de l'activité prescrite. Elle n'est pas une réponse à un stimuli. On ne répond pas à un stimuli, autrement, d'ailleurs, dans les transformations dans les entreprises, ce genre d'activités qui sont une réponse à un stimuli, on peut les faire par des robots. Toutes les tâches qui peuvent être faites par des robots sont aujourd'hui mécanisées, automatisées. L'intervention de l'homme se fait à un niveau supérieur, si vous voulez. Mais la réponse est l'expression d'un savoir, d'un vécu professionnel qui est enraciné dans une histoire individuelle et collective et qui va s'inscrire dans le contexte socio-économique déterminé. On ne travaille pas comme si on était une machine. Voilà. On est plus que ça.
on transforme ce qui a été prescrit pour qu'il devienne quelque chose qui nous appartienne, que l'on s'approprie et que l'on peut faire pour pouvoir gérer ce qu'il y a à faire. Alors, là, je vous en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé au début de l'ergonomie en disant qu'il existait de l'ergonomie de conception, de l'ergonomie de correction. Aujourd'hui, on ne distingue plus les deux. La première, l'ergonomie de correction, s'attache à améliorer des situations existantes. La seconde, c'est-à-dire l'ergonomie de conception, contribue à la création de nouveaux systèmes technico-organisationnels du travail. Cette distinction n'a plus vraiment cours chez les ergonomes. Elle ne différencie pas les praticiens, d'ailleurs, qui tous sont sollicités dans les deux cas. Elle ne différencie pas plus les pratiques, c'est-à-dire la façon de faire reste à peu près la même. Le changement, à chaque fois que l'on veut changer quelque chose, on va instaurer du nouveau, même si ce n'est pas de la conception ex nihilo, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est créé de nouveau. Même quand vous voulez créer, vous regardez ce qui a été fait avant pour justement ne pas tomber dans des bêtises qui ont été résolues, par exemple. L'ergonomie participe donc toujours de la conception et de la correction. Il y a toujours les deux qui se chevauchent, quel que soit le domaine d'intervention particulier dans une situation donnée. Alors, vous voyez, on peut intervenir dans n'importe quel environnement avec les méthodes d'ergonomie. Et là, on intervient sur l'environnement de travail en faisant des aménagements, des locaux, du mobilier, des ambiances. On peut intervenir sur les dispositifs techniques de travail, les formulaires, le travail administratif, les pages d'écran d'ordinateur, les salles de contrôle, etc. On peut intervenir sur les produits fabriqués. On regarde ce que fait comment est utilisé le produit qui est fabriqué et on va essayer de le faire le plus proche possible du fonctionnement ou de l'utilisateur final. Donc, on diminue le maximum de contraintes pour celui qui le fabrique et pour celui qui va l'utiliser. On va regarder, on peut intervenir sur le contenu et sur l'organisation du travail, sur la formation au travail. En tout cas, tous les secteurs peuvent être concernés par l'intervention ergonomique. Donc, quel que soit le secteur où vous aurez à exercer plus tard en tant que médecin du travail, vous aurez à utiliser cet outil vous-même ou de faire appel à un ergonome si vous avez la chance d'en avoir un à votre disposition. J'ai trouvé intéressant d'ajouter ces quelques plaques pour vous dire on peut utiliser les outils de l'ergonomie. Mais attention, un ergonome et un médecin du travail, c'est pas comme si vous mélangez deux morceaux de pâte à modeler, vous en faites qu'un. Non. Le médecin du travail et la médecine du travail ont contribué à faire connaître, à utiliser et à étendre le champ d'intervention de l'ergonomie. Ça c'est une réalité. En l'utilisant eux-mêmes ou en faisant appel à des ergonomes. Donc, les médecins du travail contribuent à introduire l'ergonomie dans les entreprises et en plus, ils apportent, quand ils sont dans une équipe qui fait une intervention ergonomique autour d'un ergonome, ils apportent les connaissances sur l'homme. Tout ce qui concerne le travailleur en tant qu'être humain, qu'organisme humain, vous le trouvez chez le médecin du travail. Il bénéficie aussi d'une relation particulière avec les salariés. Il a un contact différent dans d'autres cadres avec les travailleurs. Donc, il peut avoir entendu dire, vu faire, etc., des choses qui peuvent contribuer à comprendre ce qui se passe autour de la situation qui est étudiée. Il dispose d'informations sur les caractéristiques de la main-d'œuvre, sur les effets du travail, sur les opérateurs. Ça, c'est tout ce que vous pouvez tirer du suivi et de la surveillance des travailleurs dans une entreprise. Le législateur, en plus, en fonction des pays, a prévu que le médecin du travail doit passer du temps dans les ateliers. Donc, comme dans notre pays, on a du temps qui doit être dédié à l'étude des lieux de travail.
et à aller sur les lieux de travail où on peut récolter de l'information. Dans d'autres pays, on appelle ça le tiers-temps, comme en France, pour aller étudier et se retrouver à analyser les lieux de travail. Leur formation a été enrichie en plus de connaissances ergonomiques. Vous voyez, par exemple, sur les 4 ans d'études qu'on fait, nous, on a une année où les trois quarts du programme sont consacrés à l'ergonomie. Ensuite, vous avez le fait qu'il côtoie différents profils et il en apprend encore plus avec des ergonomes de passage ou ceux qui sont carrément recrutés par l'entreprise ou le fait d'avoir travaillé ou étudié avec certains qui avaient déjà le diplôme d'ergonomie. Mais alors, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'on peut confondre médecine du travail et ergonomie? Il faut se poser la question. Moi, je ne vous donne pas de réponse définitive, mais je vous dis ce que le médecin du travail est et ce que l'ergonome est. Et si vous voulez faire les deux, comment vous devez vous comporter. Mais vous avez le droit, et je vous ai dit tout à l'heure, parfois vous vous retrouvez tout seul dans l'entreprise et vous devez répondre aux questions qu'on vous pose. Donc, le médecin du travail, il a la mission de protéger la santé du salarié, quelles que soient les exigences de l'économie et de la technique. Ça, personne ne peut dire le contraire. Il privilégie la personne, il détecte les facteurs de risque, rappelle les seuils à ne pas dépasser. Il est conduit à aborder les conditions en termes de contraintes et à mesurer les astreintes. Sa mission peut s'opposer à celle du responsable de l'entreprise ou des responsables de l'entreprise. Il sera alors considéré comme un censeur et parfois tenu à l'écart des nouveaux projets. Vous verrez tout au long de votre vie, si ce n'est pas déjà le cas, puisque vous êtes en 3e année et que ça fait 3 ans que vous, normalement, vadrouillez dans les entreprises, il y a des moments où on vous met à l'écart. On n'a pas envie que vous sachiez telle ou telle chose parce que votre grain de sel va déranger la manière de réfléchir de l'entreprise qui veut aller à tel ou tel objectif. L'ergonome, lui, il participe à la conception des installations, de l'organisation et à parler de l'efficacité de l'organisation. Il propose des pistes de solutions. Il accepte inévitablement des compromis entre le coût humain et l'efficience économique, ce qui est plutôt dérangeant pour le médecin du travail. Il peut y avoir contradiction entre ses missions à lui en tant que médecin du travail et celles de l'ergonome. Si le médecin du travail veut pratiquer l'ergonomie dans son entreprise, il doit clarifier ses 2 rôles de médecin du travail et d'ergonome. Ne pas rester dans le flou. Vous avez le droit d'utiliser des outils. Ensuite, vous devez expliquer à l'entreprise sur quelle corde vous allez tirer. Alors, on fait de l'analyse du travail quand on fait de l'ergonomie. Donc, on va d'une situation de travail, même si elle doit être transformée, on fait le passage obligé par l'analyse. On doit l'analyser. On doit introduire une nouvelle technologie, on doit changer de machine, on doit envoyer les travailleurs pour une formation, on doit, quel que soit ce qui va changer dans la situation ou ce qui pose problème dans la situation, on doit donc faire une analyse de situation de travail. Elle est riche d'enseignements pour anticiper l'activité probable des opérateurs. Quand vous analysez une situation, vous projetez dans ce qu'il va y avoir avec ceux qui vont occuper les postes de travail. Et donc, l'étude va vous montrer les problèmes, les aléas, les difficultés, etc. Et quand vous étudiez une situation, avant d'aller intervenir, vous partez plus armé que si vous débarquez sans connaissance préalable. Vous allez vous préparer à entendre, voir et échanger autour de problèmes qui ne vous sont pas complètement
inconnu. C'est important d'y aller avec un bagage. Donc, l'ergonome va traiter des données existantes sur les installations, des modes opératoires prescrits, des consignes, de la main-d'œuvre, du résultat du travail, et il va recenser tous les dysfonctionnements et permettre de repérer toutes les phases critiques, tout ce qui risque d'être le déclenchement de problèmes difficiles, graves, difficultés. Et ainsi, il va pouvoir bien distinguer qu'est-ce qui est le résultat d'échecs, c'est-à-dire des résultats qui n'ont pas été atteints, des objectifs qui n'ont pas été atteints, ou alors qu'est-ce qui a été le résultat d'une erreur, c'est-à-dire on a fait le mauvais diagnostic, on a apporté la mauvaise action au mauvais moment qui a fait dérailler la situation. Donc, vous voyez, il faut qu'il ait une vision globale et approfondie sur tous les éléments constitutifs de l'entreprise et donc pour pouvoir gérer la situation. Et il ne faut pas hésiter à aller chercher toutes les traces que vous pouvez trouver au niveau de l'entreprise quand vous voulez étudier un problème, c'est-à-dire regarder la courbe d'absentéisme, demander si les gens ont été nombreux à demander des changements de poste, des mutations, des changements d'atelier. Est-ce qu'il y a eu des comités, des commissions d'hygiène, des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité, les CPHS, auquel cas on peut vous remettre des photocopies de compte rendu que vous allez lire attentivement sur quoi on a discuté, qu'est-ce qui s'est passé, combien il y a eu d'accidents, des incidents, qui se disputent avec qui parle avec qui accuse qui. Tout ça sont des éléments qui sont importants à tenir compte. Donc, vous voyez, brassez large et vous regardez dans tous les coins et les recoins de l'entreprise. Et s'il y a eu des enquêtes, vous regardez les résultats de ces enquêtes. Enquête pour accident, enquête pour incident, enquête diligentée par la direction générale au niveau d'une unité, etc. Vous regardez tout ça. Et puis, vous allez voir le médecin du travail et vous l'associez, si vous êtes l'ergonome, vous l'associez à votre investigation parce qu'il est précieux. Il a des informations précieuses, il a des dossiers précieux. Il ne peut pas vous montrer les dossiers, mais il peut vous donner de l'information globale sur la population de l'entreprise. La participation du personnel rend possible l'auto-recueil de données. Vous avez de l'information qui est au niveau du cabinet médical, mais vous pouvez aussi demander à ce que les gens remplissent des questionnaires ou se surveillent sur un certain nombre de choses, telles que la qualité du sommeil, la durée du sommeil, si vous avez besoin et que le problème se pose à ce niveau, vous pouvez demander si les gens consomment beaucoup de tabac, des médicaments, ce qu'il y a eu, tout ça. On peut faire des questionnaires anonymes qui peuvent vous permettre d'avoir de l'information supplémentaire. Avec ça, ça vous permet de vous familiariser avec la situation et c'est pas gagné. C'est-à-dire même avec tout ça, c'est pas gagné. Pourquoi et vous vous souvenez de la conclusion de ce que je vous ai montré au début. Je vous ai dit l'engagement de la direction et la coopération des travailleurs a fait réussir ce projet. Faire adhérer l'entreprise dans tous ces étages est important. Donc, il faut aller expliquer aux opérateurs pourquoi vous faites cette étude, comment vous la faites, etc. Et en même temps, eux, ils vont vous expliquer leur travail et vous allez regarder qu'est-ce qu'il y a comme traces sur leur matériel, sur certaines parties des machines, sur certaines parties des moyens de protection, sur vous voyez, il y a des annotations qui sont mises sur les machines, sur des documents, etc. Tout ça va vous permettre de mieux pénétrer le monde de cette entreprise qui va vous permettre, après, de faire une vraie analyse de la situation pour proposer des solutions. Donc, il faut
se familiariser avec l'entreprise pour pouvoir faire de l'analyse de la situation. Ensuite, vous allez faire l'analyse de l'activité. Vous avez toutes les données que vous avez rassemblées, les discussions que vous avez eues, les hypothèses que vous avez construites, l'observation que vous allez faire, prise d'image si vous le souhaitez ou si c'est votre façon de travailler avec des vidéos qui vont vous permettre d'enrichir le regard sur l'activité. Et enfin, tout ça va être dépouillé avec votre grille d'analyse et vous allez pouvoir donner vos conclusions. L'analyse de l'activité permet de déceler l'écart entre le travail prescrit et le travail réellement fait. Elle rend apparente l'interprétation des tâches, l'existence de tâches non prescrites, les difficultés et les stratégies adoptées pour les contourner. Hein, ouais, quand vous commencez à interpréter tout ce que vous avez vu et tout ce qui a été fait et qui n'est pas sur la procédure qui est donnée dans le prescrit, vous allez comprendre ce qui se passe et donc sur cette analyse de l'activité, vous allez pouvoir vous baser pour trouver et proposer les solutions. Évidemment, la coopération des personnes concernées est nécessaire et elle vous permet donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, de comprendre les jeux et les enjeux dans l'entreprise, puisque il y a parfois des antagonismes. On ne vient pas tous pour les mêmes raisons dans une entreprise. Le patron, le sous-patron, le sous-sous-sous-patron et l'ouvrier du coin ne viennent pas pour les mêmes raisons au niveau de l'entreprise. Enfin, pour être menée à bien, une étude ergonomique doit être acceptée par les personnes concernées. Donc, l'acceptation vient avec l'explication. Il faut leur dire pourquoi vous êtes là, pourquoi vous le faites. Comme ça, les travailleurs ne vont pas vous considérer comme un espion du directeur. Vous vous expliquez avec le directeur, il ne faut pas qu'il vous considère comme quelqu'un qui est venu pour épouser complètement le point de vue des ouvriers ou des travailleurs, etc. Qu'est-ce que vous allez faire des conclusions? Est-ce que vous allez les leur remettre? Est-ce que vous allez les discuter? Il faut leur expliquer que vous allez les construire avec eux. C'est ça qui est le plus important et vous verrez que cette coopération va vous permettre de mettre tous les opérateurs et la direction de votre côté, vous permettre d'avoir une participation éclairée, c'est-à-dire ils vont vous dire tout, ils vont vous confier le truc et ils vont choisir avec vous les solutions parce que quand ils les auront choisies, ces solutions, ils vont non seulement les mettre en œuvre, mais c'est eux-mêmes qui vont les surveiller, les perpétuer, les améliorer, etc., etc. Et le fait qu'ils participent au choix de la solution, c'est déjà une façon de les former à cette solution et à sa mise en œuvre et à son appropriation comme quelque chose qui leur appartient. Et vous avez vu que dans la synthèse que je vous ai présentée, tous ces éléments-là ont été pris en compte puisque nous avons été accompagnés aussi bien par le manager que par les travailleurs et on a pu intervenir pour mettre en place quelque chose qui, à partir de là, depuis 2002, 2003, 2004, etc., à ce jour, est en train de continuer dans l'amélioration des conditions, je parle des conditions physiques de travail, c'est-à-dire le travail sur écran est surveillé comme du lait sur le feu pour toujours avoir les bons dosages entre la qualité de l'écran, le nombre d'écrans, la bonne image, la bonne organisation, etc. Mais nous avons aussi évolué sur l'étude des horaires de travail. Nous avons fait un boulot sur le travail de nuit, puisqu'il y a un groupe qui travaille la nuit et on a retrouvé les mêmes difficultés que les travailleurs postés avec poste de nuit et qui nous ont amenés à faire des recommandations pour la prise en charge des difficultés des travailleurs qui interviennent la nuit dans cette entreprise. Et donc l'ergonomie peut nous aider, nous, médecins du travail, à apporter des solutions
au niveau des entreprises quand celles-ci sont en difficulté et demandeuses d'une intervention ergonomique. Je dis ça pour dire le médecin du travail peut être celui qui formule, par exemple, la demande. Il peut être aussi celui qui intervient dans la problématique. Je vous ai dit ce qu'il ne fallait pas confondre et comment il fallait se comporter quand on veut intervenir en tant qu'ergonome et à la base médecin du travail. Est-ce que vous avez des questions? C'est un domaine, pas un cours, pas une notion. C'est un truc à reprendre à tête reposée, à 100% d'énergie. Vous avez tout à fait raison. C'est vraiment l'introduction à un monde. D'ailleurs, je me suis rendu compte depuis le temps d'années que j'exerce en médecine du travail et je fais ce cours depuis très longtemps, c'est que les troisièmes années, une fois qu'ils sont imprégnés de tout ça, ils regardent un peu en arrière et ils nous disent pourquoi est-ce que ce cours n'est pas fait en première année? Pour qu'on ait le temps de nous imprégner et de voir venir. C'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. C'est un domaine, d'ailleurs vous avez remarqué, je n'arrivais pas à vous dire si c'est une discipline, une spécialité, une surspécialité. C'est quelque chose qui est né d'un besoin de développer l'étude du monde du travail et du travailleur en activité. Avec tout ce qu'il y avait avant, on ne répondait pas à toutes les questions. Et avec l'ergonomie, on n'a pas répondu à toutes les questions puisqu'il a fallu faire évoluer. Vous verrez par exemple, quand on fera notion de psychologie du travail, on va utiliser l'ergonomie pour encore faire un saut supplémentaire. Et tout ça, ça vous ouvre des domaines monstrueux pour aller vous plonger dans l'étude des situations de travail, du monde du travail, du couple homme-machine, de tout ce que les disciplines de ce type ont apporté. C'est pour ça que moi, je ne me mets pas de limite. Je dis, je me constitue ma boîte à outils, je mets dedans tout ce qui peut me servir et à chaque fois que je trouverai un spécialiste qui peut me répondre, je saurai lui poser les bonnes questions et l'accompagner pour me régler les problèmes. Et quand je n'en ai pas, eh ben, je me débrouille avec ce que j'ai. Et en se débrouillant avec ce qu'on a, on peut faire des choses. On peut faire des choses parce que on remarque bien que c'est des disciplines qui ne sont pas fermées. Elles ont une ouverture sur toutes les disciplines de base. C'est-à-dire que vous pouvez venir de n'importe quel horizon et vous introduire dans cette histoire d'ergonomie pour l'étudier avec le profil que vous avez, la sensibilité que vous avez, ce que vous pouvez lui apporter. Alors, il y a des philosophes, il y a des ingénieurs de tout type. Il y a, je vous ai dit, des gens qui ont fait droit, il y a des gens qui ont fait médecine, il y a des gens qui ont fait médecine du travail, et ceux qui ont fait médecine générale et ils ont été faire de l'ergonomie. Et vous trouvez, c'est d'une richesse, mais vraiment, vraiment d'une richesse inouïe, et vous plongez là-dedans, c'est une façon de connaître le travail. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur YouTube. Il y a une série de vidéos qui retracent toute l'histoire de l'ergonomie française et vous avez des intervenants qui ont construit cette ergonomie, qui interviennent, qui ont été interviewés et ils vous rappellent, c'est l'histoire de l'ergonomie. Mettez histoire de l'ergonomie, vous allez trouver ces vidéos qui sont numérotées de 1 à 7 ou 8 ou plus et qui retracent cette histoire de l'ergonomie et vous verrez les visages de certains noms que vous retrouverez dans la littérature, etc. et qui vous parlent de comment ils ont fait ceci ou ils ont fait cela. Vous verrez un Leplat, vous verrez un De Jour, vous verrez plein de gens qui ont utilisé ou qui ont contribué à la construction de cette discipline. Ils vous parleront des anciens et vraiment, c'est très intéressant. Donc, c'est un domaine, vous avez raison, docteur Boustimani. D'autres questions ou réflexions? Non? Vous aussi, vous avez besoin de digérer. Après le phtor, avant le phtor?
Après, hein, vous avez encore 10 jours, hein, attention, ou plus même. Eh oui, hein. Non, c'est une base, en fait. Et après, vous allez avoir plusieurs cours où Madame professeur Waaz va vous donner la démarche ergonomique, les différentes étapes clés pour justement mettre en œuvre une démarche ergonomique. Et vous vous rendrez compte que vous en avez fait sans vous appeler ça de l'ergonomie. Vous avez été intervenir dans une entreprise, vous avez fait ce que vous avez pu avec une histoire et peut-être que vous vous êtes posé des questions comme un ergonome sans que ce soit exactement le terme que vous avez utilisé. C'est important, il, il faut se confronter à ce que le terrain nous pose comme problème. La différence, je vous dis, entre nous et les intervenants extérieurs, c'est que nous, on a affaire aux travailleurs, à l'organisation, aux managers directement. C'est-à-dire, quand le problème se pose, on est là. Et parfois, on nous demande des solutions à nous directement. Et on ne peut pas se dégonfler. La législation nous ordonne, nous impose un certain nombre de choses et elle met aussi à notre disposition un certain nombre de clés pour qu'on puisse intervenir, mais ne pas se dérober dans l'utilisation des différents outils que vous avez à votre disposition. On est plus familier dans l'utilisation, par exemple, de l'épidémiologie. On a l'impression que ce n'est pas elle-même une discipline. Il y a des épidémiologues qui font 4 ans de formation comme nous après la médecine générale. Et pourtant, on n'hésite pas à utiliser les outils de l'épidémiologie parce que nous avons une population particulière à surveiller et on ne peut pas attendre qu'un épidémio vienne de l'extérieur nous dire ceci ou cela. On est en face d'une population de travailleurs chez qui on a besoin de savoir qui est jeune, qui est vieux, qui a un problème chronique, qui n'en a pas, quel est le profil de morbidité qu'ils ont, est-ce qu'ils les ont développé d'autres maladies, machin, est-ce qu'ils sont exposés à des risques, ces risques, quels sont-ils, au bout de combien de temps ils peuvent avoir des effets sur leur santé, qu'est-ce que je dois surveiller comme fonction, comme appareil, etc., etc. Et donc, vous voyez, vous n'avez pas le temps d'attendre un épidémiologiste pour faire le point sur la population de travailleurs que vous surveillez. Vous devez le faire au quotidien, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, à la fin de l'année, quand vous faites votre bilan d'activité, vous devez avoir un regard sur les problèmes statistiquement parlant et épidémiologiquement parlant de votre population de travailleurs. Vous voyez? Donc, c'est exactement la même attitude qu'il faudrait apprendre à avoir avec l'ergonomie, avec la psychopathologie du travail, avec la psychologie du travail et le reste, la sociologie, la psychosociologie, tout ce que vous voulez. On a besoin d'outils dans l'immédiat pour pouvoir gérer ce que nous avons à gérer en tant que médecin du travail. Ensuite, on a besoin d'approfondir. On fait appel aux spécialistes. Et il faudrait que l'entreprise puisse nous suivre. Il faut qu'on ait des arguments parce que parfois, on doit construire un argumentaire pour gérer ce genre de problème et convaincre l'entreprise de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, moyennant finance, etc. Voilà. Ceci étant dit, ce n'est qu'un décor. Vous devez aller approfondir toutes vos notions, tous les mots là qu'on a utilisés. Vous verrez qu'ils reviendront dans les cours de Madame Ouaz ou d'autres enseignants qui vont vous faire des cours à partir de maintenant. Et ça fera partie de votre bagage qu'il faudra approfondir au fur et à mesure que vous rentrez dans le métier, comme on dit. Voilà. D'autres questions? Allô, allô, allô? J'ai dit d'autres questions, pas d'autres questions, c'est bon? Non. C'est bon. Très bien. Alors, je vous enverrai un document, comme d'habitude,
Et je m'inquiéterai des documents que vous n'avez pas avec les autres enseignants. J'ai voulu d'abord faire mon cours pour leur dire que j'ai fait le point avec vous sur toute votre scolarité et qu'il vous manque des cours que je vous réclame en votre nom. Merci. Très bien. صحفتكم À vous aussi, merci. صحفت لك. صحفتكم. Merci. et à bientôt. Inch'Allah. À Merci. bientôt. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.